Whenever you buy a used car, always pay attention to the gap. Trouver, si vous êtes chanceux, c'est un peu de nourriture et un peu d'alcool. Mais vous êtes quand même ravis car vous êtes très certainement un gros Número 5. Horse Dance. Écoute-moi, c'est très important, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai réussi à sortir ces jeux du quartier général des grandes entreprises du jeu vidéo. Ah oui, Ok, mais qu'est-ce que vous foutez chez moi en fait? J'ai besoin de quelqu'un qui monte ces jeux à la face du monde. C'est des ROM hacks et des fangames de jeux connus. Ça montre que les fans sont aussi forts que les développeurs pour faire des bons jeux. Cette information est capitale pour l'avenir du jeu vidéo. Mais du coup, t'as pris genre un mec qui a fait 2 vidéos en 2 ans en te disant que c'était la personne qu'il fallait pour ça. Écoute, pour des raisons de scénario, j'ai pas le temps, donc prends ces jeux, dis des trucs et ça ira. D'accord. Mais du coup, D'accord, très bien. Bon, bah allons-y. On commence par le classique des classiques. Je veux bien évidemment parler de Super Mario 64, qui est, je pense, un des jeux les plus ROM hackés qui existent, si ça peut se dire, à côté des jeux Pokémon, bien sûr. Si jamais vous n'êtes pas familier avec le monde des fangames, il y a 3 termes principaux qui sortent souvent. Les ROM hacks, qui sont la réadaptation d'un jeu déjà existant par un fan pour en faire quelque chose de dérivé, mais en se servant du matériel d'origine, comme les sprites, les images qui viennent du jeu, les mécaniques, etc. Les fangames sont des jeux inspirés du matériel de base, mais refaits à partir de rien, souvent sous un moteur de jeu différent, avec des concepts plus ambitieux que le premier. Et enfin, les homebrew sont un peu entre les deux. Des fois, c'est des jeux appartenant à une console portés vers une autre, des fois purement des fangames réécrits, c'est pas très clair. Pour ce qui est de Mario 64, il y a tellement de ROM hacks qu'il y a un site dédié rien que pour les répertorier. Et les premiers hacks datent de 2008. C'est facile d'imaginer pourquoi ce jeu a engendré autant de créations de fans. C'est déjà un des jeux les plus marquants de l'histoire du jeu vidéo, c'est un des premiers platformers 3D qui fonctionne bien, à peu près bien, mais c'est aussi un principe simple qui peut être recréé à l'infini. Tu prends un niveau, tu mets plusieurs étoiles à obtenir selon des conditions spécifiques, et plus tu collectes des étoiles, plus tu peux accéder à de nouveaux niveaux, et ainsi de suite. Ça laisse un champ des possibles quasi infini, et tant qu'on a cet élément de récolte d'étoiles, on a Mario 64. Il n'y a même pas besoin d'avoir Mario pour faire du Mario 64, en fait. On peut jouer avec Luigi, on peut jouer avec Bowser. Putain, j'avais oublié Bowser, ça existe, fuck quoi. Mais je vais pas commencer à vous faire l'histoire complète des ROM hacks Mario, sinon ça va encore durer des heures. Je vais plutôt vous parler d'un des ROM hacks Mario les plus connus, fait par le créateur de ROM hack le plus renommé, c'est-à-dire Super Mario 64 The Last Impact, créé par Kaze Emanuar. Bon, vous vous doutez bien que c'est pas ce jeu-là spécifiquement, mais faites un petit effort d'imagination. Le 30 septembre 2016 sort un ROM hack du nom de Super Mario 64 The Last Impact. Et il suffit de voir ce qu'il y a dedans pour sentir l'ambiance. 15 niveaux absolument originaux, ce qui veut dire que peu ou aucun morceau du jeu original n'a été gardé, mais il les a tout simplement créés de lui-même. 13 niveaux secrets, un tas de nouveaux boss, 12 pouvoirs différents, des nouvelles musiques, des nouveaux ennemis, et le plus important, 130 étoiles au total. 130 étoiles. Déjà que d'arriver au compte du jeu original qui est de 120, c'est ouf. Super Mario in real life. Comme je l'ai dit précédemment, cette machine qui s'appelle Kaze Emanuar a créé ce ROM hack et comptabilise à lui seul 106 ROM hacks sur les... sur les beaucoup de ROM hacks qui sont présents sur ce site. Ces créations vont de littéralement refaire Super Mario 64 entièrement, avec des nouveaux levels, des nouveaux pouvoirs, à ce genre de projet. Ok, du coup, Super ADHD 64. Jusque là, c'est la même chose. Non, je vois déjà ce que c'est. Oh non. C'est juste un fidget spinner, je peux même pas le... Ah si, je me demandais comment je pouvais le faire tourner. Ah, je peux aller super haut, trop bien. On en est donc là. C'est ça le futur du jeu vidéo.
Merci beaucoup, Kazé, pour tout ce que t'as fait. Enfin voilà, le gars est actif, c'est ça que j'essaie de vous dire. Il possède également une chaîne YouTube où il montre régulièrement son travail, et il fait vraiment un effort de présentation, mais des fois ce qu'il montre est assez technique. Originally for this chapter, I had a long section planned where I would explain all the code. However, while editing it, I realized that this probably bored the hell out of all you guys, so I'm just gonna put a little montage. Juste par curiosité, je lui ai demandé sur Twitter combien de temps ça lui a pris de faire The Last Impact, et il m'a tranquillo répondu que ça lui a pris 4000 heures durant 2 ans. Si c'est pas la meilleure preuve que le gars est vraiment dédié à 100% à son art, je sais pas ce qu'il vous faut. Le jeu maintenant. Il y a une petite histoire au début, mais c'est juste un prétexte pour que tu ailles chercher des étoiles. Tu peux d'ailleurs choisir dès le début entre 3 niveaux différents et des nouveaux apparaissent en collectant des étoiles, comme dans le jeu original. Le premier truc à parler, c'est les contrôles de Mario et de la caméra. Dans le jeu original, ta caméra est représentée physiquement dans le monde du jeu. On appelle ça une représentation intradiégétique. Oui, bah j'ai fait une école de jeux vidéo, faut bien que ça serve. Et c'est du coup l'Akitu, le truc sur un nuage des premiers jeux qui tient la caméra, et qui est représenté en bas de l'écran. Mais ici, l'Akitu est en pause annuelle, et c'est le joueur qui contrôle entièrement la caméra, ce qui peut être très bien dans certaines situations, mais rappelons que c'est un des premiers jeux en 3D, et qu'il faut souvent se battre avec la caméra pour regarder où on veut, même si on est un joueur expérimenté. C'est un des premiers points négatifs du jeu, mais c'est pas inhérent à ce jeu, puisqu'à ma connaissance, elle est plus ou moins similaire au jeu original. Tout de même quelque chose à noter, la caméra étant fixe et contrôlée par le joueur, elle passe très souvent dans le décor du jeu, pour ne pas dire bloquée à certains endroits, ce qui peut gêner pendant un passage tendu de plateforme. Je trouve que Kazé a tout de même réussi à créer des espaces assez larges pour que la caméra ait la place pour se déplacer facilement, et que le joueur en ait le contrôle sans trop d'efforts. À propos des niveaux, c'est un des gros points forts du jeu. Il y en a 15 principaux, et ils sont tous 100% nouveaux. C'est une totale redécouverte du jeu, et chaque niveau a un thème spécifique, comme dans le jeu original. On a le choix de commencer dans une prairie, avec des lapins et les boules de coton hallucinogènes de Yoshi's Island, une île tropicale sous un coucher de soleil, ou des ruines mayas autour d'une divinité serpent, mais très vite, une grande diversité d'univers s'offre aux joueurs. Puisque les niveaux sont originaux, les éléments qui le composent le sont aussi, ce qui peut amener des problèmes pour le déplacement de Mario. Tu peux penser que certaines plateformes sont praticables, mais à cause de la géométrie complexe de ces plateformes, Mario va vite se retrouver sur le cul, en train d'essayer de glisser comme un ouf alors que tu voulais juste marcher tranquillos. Ça peut aller de la glissade marrante quand tout est safe autour de toi, à la chute frustrante de ouf quand t'es au bord du vide. Des fois on dirait presque qu'il faut être speedrunner de Mario 64 pour passer certains moments, mais dans d'autres, la plateforme s'apparente plus à du puzzle, où tu dois réfléchir de quelle manière arriver sur telle plateforme, et quel saut est le plus adapté pour réussir. Et c'est étrangement agréable d'y arriver. Et absolument insupportable quand il n'y arrive pas. En parlant avec une personne qui s'y connaît un peu mieux que moi en ROM hack, j'ai appris que la majeure partie des volumes du jeu sont faits avec beaucoup plus de polygones, c'est-à-dire que les volumes sont beaucoup plus lourds et complexes. Et même si normalement t'es censé pouvoir jouer à ce jeu sur une console originale, en l'achetant à ton Micromania le plus proche, eh bien, il se peut que le jeu galère à tourner, voire même que ça fasse cracher la console. Ça s'appliquera pas aux 99% des gens qui y joueront sur PC, mais ça montre que, à vouloir faire des beaux niveaux avec des décors compliqués, ça peut ajouter plus de défauts que de qualité. Ça me semble déjà pas mal comme début de présentation, je vais m'arrêter là et vous laisser découvrir le jeu par vous-même si ça vous intéresse. Vous pouvez également venir me voir y jouer sur ma chaîne Twitch, c'est marrant et je suis presque bon, vous allez voir. Pour le prochain jeu, on va parler de Rayman Redemption, un fangame de Rayman 1 créé en juin 2020 sur GameJolt et développé par un Finlandais du nom de Raimani. C'est d'ailleurs lui qui a posté ça sur Twitter. Vous savez l'amour inconditionnel que je porte à Rayman 1, j'ai d'ailleurs dédié ma première vidéo à ce jeu, et vous vous rendez pas compte comment j'étais un fou quand j'ai découvert ce jeu, qui était tellement bien réalisé que j'ai cru qu'Ubisoft avait eu un AVC et avait publié la suite du jeu original sur internet gratuitement. Bon, après ça va être un peu plus compliqué d'espérer quoi que ce soit venant d'Ubisoft aujourd'hui. Quand je vous dis bien réalisé, je veux pas juste dire que ça ressemble à l'original, ou qu'il est juste beau, mais que c'est véritablement une suite non officielle tout en proposant une sorte de remake en faisant rejouer les niveaux du premier opus aux joueurs. Je vais essayer d'être plus clair.
Dans Rayman Redemption, tu commences au même endroit que Rayman 1, mais en possédant déjà tous les pouvoirs que tu accumules normalement à travers la première aventure. S'accrocher aux plateformes, l'hélico, courir, tout y est. Du coup, tu traverses les niveaux de manière bien plus fluide, également grâce au fait qu'ils ont été retouchés légèrement pour retirer les morceaux bien frustrants du premier, mais en ajoutant tout de même des éléments de plateforme à débloquer au fur et à mesure de l'aventure, ce qui permet de conserver un certain degré de backtracking qui existait dans le jeu d'origine. En gros, le mec s'est réveillé un matin et s'est dit: je pense que je vais faire le premier Rayman, mais en mieux. Je vais rajouter du nouveau contenu, je vais passer le jeu en HD 16 neuvième, je vais mettre des nouveaux pouvoirs, et je vais mettre des nouveaux boss, parce que bon, bah au bout d'un moment, on va vite s'emmerder, quoi. Tranquillax, quoi. En fait, la véritable prouesse, c'est qu'il a réussi à recréer Rayman 1, parce que le moteur d'origine, déjà, il est pas accessible à tout le monde, et qu'il a 25 ans aussi, accessoirement, là c'est fait sur Game Maker Studio 2, mais également à ne pas le dénaturer en ajoutant du contenu tout en donnant l'impression que c'était dans le jeu depuis le début. Je vous accorde que certains ennemis ou certaines plateformes sentent l'indé, mais c'est bien parce que c'est indé justement, et c'est d'autant plus cool de voir ça, plutôt que de voir un bête remake HD, ce qui aurait été très bien aussi, n'est-ce pas? Ubisoft, rappelez-vous que vous avez Rayman comme licence, pas juste Far Cry, Ghost Recon et Lapin Crétin, par pitié! Avant même de rentrer dans le jeu, le gars est allé très loin dans la customisation. Tu peux choisir le son que font les Things quand tu les ramasses entre tous les sons de toutes les versions sorties de Rayman 1, même la version japonaise, en plus d'avoir fait son propre son qui est tout aussi convaincant. Si rien que pour un effet sonore, il y a une telle attention aux détails, vous pouvez vous douter de ce que tout le reste du jeu sera. C'est vraiment une lettre d'amour aux fans du premier ce jeu. Tu retrouves tout, l'ambiance sonore d'origine, qui, contrairement à la version PC, ne s'arrête pas de manière aléatoire en plein milieu du niveau, un tas de petits détails, comme des petits bouts de décors animés créés pour tous les mondes, plutôt que le premier. C'est d'ailleurs un truc que j'avais même reproché au jeu d'origine dans ma première vidéo, et donc que j'étais pas le seul à penser. Alors, c'est qui le plus intelligent maintenant ? Mais il n'y a pas que ça. Comme je vous ai dit, les niveaux sont en bonne partie repris du jeu d'origine, mais sont assez différents pour coller au fait que vous possédez déjà tous les pouvoirs de Rayman dès le début. Ça rajoute un peu de challenge, mais de la nouveauté aussi. Par contre, je pense que le jeu est destiné aux gens qui ont déjà joué au premier Rayman. Il y a une intention au début d'expliquer les bases du jeu avec 2 panneaux, mais en fait c'est très vite expédié. On te met dans une situation assez rapidement où tu peux facilement paniquer et perdre toute ta vie. En dehors des simples effets sonores rajoutés, en ce qui concerne le nouveau contenu, on est bien, regardez plutôt. Un nouveau HUD, c'est ce truc là, qui te montre clairement les points de vie gagnés grâce au bonus, ainsi que la puissance de ton coup de poing. Tu peux enfin taper les gros yeux insupportables qui te tirent des éclairs dessus, merci. Un niveau challenge que tu débloques en ramassant des pièces cachées dans les niveaux, qui te donne accès à des petits challenges bien durs, mais qui met à l'épreuve ta dextérité. Une boutique de power-up et de skins que tu peux acheter avec les things que tu ramasses continuellement dans les niveaux et que tu peux équiper à tout moment. Des nouveaux boss intermédiaires à ceux qu'on connaît déjà, repris d'ennemis déjà présents dans le jeu original, mais qui apportent beaucoup de variété. Et l'amélioration la plus importante de toutes. La seule et unique raison qui devrait vous faire jouer à ce jeu si vous avez connu Rayman 1. Il a retiré le recul quand tu te fais toucher. Let's go! Il y a encore un tas de choses que je vous ai pas montré à propos de ce jeu, mais je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter là, pour que ça reste qu'une introduction, et que si vous êtes fan du premier Rayman, du style et du gameplay, je vous invite fortement à essayer ce fangame, parce que c'est le même, mais en 100 fois mieux. Merci Raimani, et merci Internet. Et enfin pour terminer, on revient du côté de Kazé Manuar, qui a fait le premier jeu de cette vidéo, non pas pour parler d'un ROM hack Mario, mais quelque chose de plus rare, un ROM hack de Zelda 64. Bon, j'ai pas le jeu non plus, mais au bout d'un moment, faut arrêter d'être surpris, hein. Non seulement le pote a produit une pelletée de ROM hack Mario depuis des années, non seulement il code carrément ses jeux pour les faire tourner de la manière la plus optimisée possible, non seulement le mec est jacked, regardez les bras en fait, il se permet également d'aller voir du côté des Zelda pour ses créations. D'ailleurs, dans la même discussion que j'ai pu avoir avec lui à propos de Mario The Last Impact, il m'a également dit que ce jeu lui a pris seulement un petit 800 heures avec l'aide de collaborateurs. Absolument craqué ce type, il est trop fort. De ce que je comprends, en faisant des recherches, il a commencé seul en utilisant le moteur et les modèles d'Ocarina of Time et de Majora's Mask. Puis, vers 2019, il s'est fait rejoindre par 2 modeleurs 3D, CDI Phase et Zell, qui lui ont apporté leur aide pour créer des tout nouveaux environnements et éléments 3D,
pour rendre le jeu vraiment unique et exploiter au mieux les idées de Kazé. Il y a également eu une bonne poignée de gens qui ont rejoint le projet pour créer une bande-son originale, que vous pouvez trouver en intégralité sur la chaîne YouTube de Kazé et sur celle de certains des musiciens. Bon, comme les jeux Zelda sont typiquement plus axés scénario que les jeux Mario, on est en droit de se demander quelle est l'histoire de The Missing Link. Alors, après avoir mené un combat qui décida du sort de son monde contre Ganon, Link décida de retourner dans son époque, là où il n'était qu'un jeune enfant insouciant. Mais sa précieuse compagnonne Navi, son rôle de guide rempli, s'en alla mystérieusement. Une fois de retour dans la forêt Kokiri, les choses n'étaient plus comme autrefois. Un mal rôde dans la forêt. Saria, l'amie d'enfance de Link et sage de la forêt, est introuvable, et des rumeurs d'un démon collecteur de fées se répandent entre les arbres comme un vent malveillant. Peu à peu, les fées de tous les Kokiri disparurent, et seul Link, armé d'une étrange épée possédée, est capable de mener à bien cette quête avant que tout le village Kokiri ne périsse. ça va, vous êtes prêts à vous amuser maintenant ? Le jeu commence par une exposition sur la quête de Link avant le début du jeu. Ceux qui sont attentifs à la chronologie des jeux Zelda auront compris que ce jeu tente de s'insérer narrativement entre Ocarina of Time et Majora's Mask d'une manière vraiment intelligente. Tu commences avec ton épée Kokiri et l'Ocarina du Temps laissé par la princesse, et rapidement une voix te demande de prendre une épée et te raconte que après la mort du vénérable arbre Mojo, la forêt est désormais sans protection, et des êtres maléfiques comme le démon collecteur de fées peuvent s'introduire chez les Kokiri et qu'il faut leur venir en aide. Ça loupe absolument pas, parce que dès que tu sors de la maison, littéralement, tous les Kokiri se sont fait voler leur goûter à la cour de récré, et se retrouvent désormais sans fées. Ton but est alors de partir à la recherche du collectionneur de fées, et de les libérer au passage. En fait, sans trop rentrer dans le détail, ce qui m'impressionne vraiment dans ce jeu, c'est que, c'est un jeu Zelda, quoi. Ça se rapproche vraiment de l'expérience que t'as quand tu lances Ocarina of Time pour la première fois, et que tu commences à apprendre l'histoire, les personnages, le monde, mais genre en tout nouveau. En très peu de temps, tu te prends à l'histoire et t'as envie d'aider tes potes les lutins et de te lancer dans l'aventure. En fait, le flow, il est incroyable. On peut voir que graphiquement, déjà l'écran est en 16/9. Alors, pour ceux qui comprennent pas, ça c'est du 4/3. Hein, voilà, c'est comme ça que vos grands frères et grandes sœurs jouaient à l'époque, en 98. Et ça, c'est du 16/9. Et là, on voit ce qui se passe, là, le monde est grand. C'est dingue comment ça change tout, t'as l'impression que c'est un luxe d'avoir ça et que tu peux plus t'en passer au bout de 5 minutes de jeu. Non seulement ça, mais le rendu graphique est amélioré pour pas avoir une bouillie de pixels, comme ça pouvait rendre si on jouait juste au jeu comme à l'époque. Le tout est upscalé, on voit bien de loin, tout est plus précis et ça permet de mieux voir le détail de ces superbes textures. Là on profite bien. Je déconne forcément un peu, parce que le jeu il a genre 23 ou 24 ans. Comme moi. Mais ça reste impressionnant ce qu'ils ont été capables de faire avec le matériel de départ, rendez-vous compte. L'épée collectée chez Saria est une épée chargée d'âme, et elle permet à Link de tirer des traits de feu quand il a toute sa vie, comme dans les tout premiers Zelda, ou quand il fait une attaque circulaire. Cette attaque, couplée avec différents objets qu'il trouvera dans son aventure, comme les éternels bâtons et noix Mojo, ou encore les missiles teigneux, lui permettront de progresser dans sa quête à la recherche du collecteur de fées. Dans sa quête, vous visiterez des endroits comme la vallée de Monktown, ça veut dire la ville des moines, qui a subi une malédiction transformant tous les habitants du village en effroi, ou encore le Bosquet Mojo, ça veut dire Bosquet Mojo, où t'auras un tas de pèses marchandes qui seront là pour te vendre le premier truc qu'ils ont trouvé sur le chemin à des prix défiant toute concurrence. Et je rajouterai que la musique du Bosquet Mojo est un banger personnel et je l'aime tellement. En fait, c'est simple. Vous aimez la série Zelda, vous aimez le gameplay Zelda, la musique Zelda et le côté rétro, jouez à ce jeu. Jouez à ce jeu, c'est même pas un débat. T'as un petit jeu Zelda encapsulé dans un gameplay de 3 à 4 heures, une histoire originale et mélancolique, un nouveau boss, un nouvel item inédit pour le donjon du boss que je vous spoilerai pas, mais qui est super cool, des zones originales, un monde original, mais c'est dingue en fait. Tout fan de Zelda devrait jouer à ce jeu. Regarde, c'est si simple d'y jouer que je vais même vous montrer comment faire. Alors, Zelda The Missing Link. Du coup, tu cliques sur n'importe quel lien qui est... Non, c'est pas possible, ils ont pas fait ça. On peut pas les laisser continuer, c'est des... Ça veut dire que... Monsieur, ouvrez cette porte, on veut juste vous parler. On fait partie du CIG.
QGIVV. Non. Bon, la société des jeux vidéo qui ont de l'argent et des Parce que c'est avocats. comme Je ça. voudrais juste vous poser quelques questions. Le monde a besoin de savoir. Tous ces jeux. Faut que je me barre. C'est pas une fenêtre qui vient de se casser là? Il a sauté par la fenêtre ou? Non, ça n'a rien à voir. Qui finirait une vidéo comme ça, c'est super nul.